À 18 999 €, la Tracer 9 GT+ affiche le prix le plus élevé des motos 2025 homologuées Yamaha. La routière 3 cylindres de 119 chevaux pour 232 kg, blindée de nouvelles technologies dont un éclairage matriciel, la boîte robotisée YAMT et un régulateur adaptatif, vaut-elle réellement le coup? Pour le savoir, Motonet.com s'est rendu en Slovénie pour un road trip de 380 km avec passage par l'Autriche et l'Italie. Lancée en 2023, la Tracer 9 GT+ est la version ultime de cette famille de routières haut de gamme, tout équipées. Souvenez-vous, elle introduisait un dispositif inédit à l'époque, un régulateur adaptatif qui permet de régler une vitesse cible et que la moto ralentisse ou accélère pour rester à cette vitesse, par exemple sur voie rapide. Elle peut également freiner pour adapter votre vitesse. En 2025, cette moto basée sur la MT-09 à l'origine, on offre encore un peu plus puisque Yamaha introduit de nouvelles technologies sur cette machine, comme par exemple un pare-brise électrique qui coulisse sur 100 mm, mais également des feux dits matriciels qui sont capables d'adapter le faisceau lumineux aux conditions de luminosité ambiante, mais également de passer de feu de croisement à feu de route lorsqu'on croise un autre usager. Au passage, la moto reçoit la boîte robotisée YAMT que nous avons découvert sur la MT-09, puis sur la MT-07. Elle est installée de série sur cette version Tracer 9 GT+. Elle est proposée en option sur la Tracer 9 tout court ou la Tracer 9 GT. La machine reconduit telle qu'elle ses suspensions à pilotage électronique qui agissent uniquement sur l'hydraulique, donc la compression et la détente en temps réel selon le mode de conduite enclenché. Ces modes de conduite sont au nombre de 5, tous ces systèmes étant par ailleurs appairés à une centrale à inertie sur 6 axes. Elle introduit également une nouvelle instrumentation 7 pouces couleur connectée avec navigation gratuite sous laquelle une prise USB-C fait son apparition. Autre apparition bien pratique, c'est un vide-poche sur le côté droit qui est verrouillé. La moto introduit également des renforts au niveau de son châssis, un périmétrique Delta Box en aluminium, et une boucle arrière rallongée de 50 mm afin d'améliorer l'espace et le confort pour le passager. Vous vous souvenez, sous la précédente génération, on avait remarqué que c'était quand même un peu juste, on avait un peu les mains sous les fesses lorsqu'on était en duo, c'était pas le plus agréable. La machine est toujours livrée de série avec des valises de 30 litres chacune, verrouillables. Bref, c'est une machine bardée de nouvelles technologies qui débarquent et forcément ces nouvelles technologies ont un coût, plus 2000 € supplémentaires par rapport à l'ancienne version. Donc ça commence quand même à faire un panier moyen, comme on dit, qui est considérablement élevé. Est-ce qu'elle vaut le coup, littéralement, cette Tracer 9 GT+? Je vous propose de venir avec moi pour s'en rendre compte. Au guidon de la nouvelle Tracer 9 GT+, un guidon dont la position a été revue pour améliorer l'ergonomie et améliorer au passage le rayon de braquage. Ce guidon, vous le voyez, il a un cintre moins recourbé qu'auparavant, moins surélevé que sur les premières générations de Tracer 9 qui évoquait finalement un style un peu trail. Aujourd'hui, ça s'est terminé. On a une position plus neutre de par ce guidon. Il est également plus étroit. Il produit une bonne prise en main du train avant. Et toutes les commandes tombent naturellement sous la main. À l'exception, évidemment, du levier d'embrayage, puisqu'il n'y en a pas sur cette version haut de gamme équipée de série du YAMT. La position est modulable sur cette moto puisque la selle ainsi que les cale-pieds sont à hauteur variable. Pour moi qui mesure 1,75 m, j'ai placé la selle en position basse puisque cette selle elle a augmenté de hauteur, donc ça me paraissait le plus sage. Et effectivement, en position basse, je touche sur la pointe des pieds de chaque côté. Donc c'est le minimum syndical, j'ai envie de dire, pour une moto de 230 kg, afin de la manœuvrer confortablement, notamment pour la sortir d'un stationnement. Cependant, aujourd'hui, on a fait pas mal de kilomètres, répartis entre 3 pays, Slovénie, Autriche et Italie, donc un très beau périple. Donc vous voyez d'ailleurs à cette occasion, on emprunte des chouettes routes. Et bien sur la longueur, cette position a été un petit peu pénalisante en selle basse. Pourquoi? Parce que j'ai les jambes un tout petit peu recroquevillées, donc il aurait fallu la placer en selle haute. Sauf que lorsque je la mets en selle haute, eh bien évidemment, l'accessibilité au sol diminue d'autant, et je suis un peu mal à l'aise. Cette selle, justement, eh bien, elle est donc plus étroite à sa base afin de réduire l'arcade, puisque, étant donné qu'elle est plus haute, Yamaha voulait ménager quand même l'accès au sol. Elle est également plus épaisse pour davantage de moelleux. C'était un reproche qu'on lui faisait justement sur le modèle que nous avions testé en 2023. Malgré tout, en termes de confort, c'est assez perfectible. Pourquoi?
Est-ce que d'abord, ce rembourrage supplémentaire, il est surtout davantage sensible sur l'extrémité de la selle. Et donc quand on se place naturellement au milieu de la selle, voire sur l'avant, on ne profite pas vraiment de cet avantage. Le deuxième point, c'est que cette selle est en légère pente. Elle vous conduit naturellement en fait vers le réservoir. Alors ce réservoir, il est très étroit, c'est super agréable pour placer ses genoux ici. Pour une moto de ce gabarit, de ce volume, c'est très bien. En revanche, c'est vrai que cette selle qui part vers l'avant, eh bien, a tendance à vous faire venir au contact de ce réservoir. Et là, eh bien, le maintien n'est pas suffisant, le moelleux n'est pas suffisant pour donner du confort au long terme. Donc, au bout de 150-200 km, on le ressentait déjà. L'autre évolution de cette Tracer 9 GT, c'est son pare-brise électrique. Ce pare-brise électrique, il se commande depuis le commodo gauche d'ici. Il faut appuyer ici sur le joystick une fois, de manière à appeler le menu. Vous le voyez ici, on peut les faire défiler, il y a aussi les poignées chauffantes. Et là, grâce toujours à ce joystick, on peut surélever donc la bulle de 100 mm ou la diminuer. Alors, la différence, hein, elle est frappante, je suppose même là vous l'entendez. Et il y a une très bonne protection. Avec cette pelle à tarte ici, le casque est à l'abri, le buste est à l'abri, les épaules également sont à l'abri. On est très bien, hein. Il n'y a aucun remue là dans la zone du buste. Les mains sont également préservées grâce au protège-mains d'origine. Et finalement, la seule partie du corps qui n'est pas complètement préservée, eh bien, ce sont les parties basses, puisque malgré donc ces épaules plus imposantes, ce carénage revu, on n'a que la partie intérieure de la cuisse, du genou et du tibia qui est réellement protégée par ce carénage. Le reste, donc la partie extérieure, ici, est exposée. Là-dessus, la Triumph Sport 800 que j'ai testé récemment fait mieux et offre davantage de protection. Là, en plus, il fait très beau, vous pouvez le voir. Il fait sec, on a des températures très correctes. 21 degrés là au tableau de bord. Mais on peut imaginer que sous la pluie par 5 degrés, on regrettera que effectivement cette protection ne soit pas un petit peu plus développée. Et puisqu'on parle de tableau de bord, focus sur cette nouvelle tablette de 7 pouces qui est couleur, raccordable en Bluetooth à son téléphone et qui désormais indique la navigation de façon gratuite avec l'application Garmin. Alors je dis désormais parce qu'auparavant cette fonctionnalité elle était payante. Ce tableau de bord regorge d'informations, notamment ici l'indication de la pression des pneus, ça c'est une nouveauté 2025. Tout est parfaitement lisible et commandé assez intuitivement par ce satellite rétroéclairé s'il vous plaît. Le seul petit bémol, c'est les caractères un petit peu petits concernant par exemple les tourne-minutes. Vous voyez, c'est une jauge en bleu ici des incrémentations. Hop là, je coupe les gaz, vous la voyez bouger. Bon, ça, c'est pas super lisible. Et comme j'ai passé pas mal de temps à étudier les réactions de la boîte robotisée YAMT, j'ai consulté énormément du coup le contour pour voir un petit peu à quelle vitesse il passait les rapports. Il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs reprises. Et pourtant, non, j'avais bien mis mes lunettes, bande de moqueurs. Alors cette boîte YAMT, elle a été découverte sur la MT-09, c'est assez logique qu'on la retrouve aujourd'hui sur cette Tracer 9. Son fonctionnement est très simple, c'est une boîte mécanique classique sur laquelle on a installé deux activateurs électromécaniques, l'un qui va s'occuper de l'embrayage, l'autre qui va s'occuper du changement de rapport. De cette manière, il n'y a pas d'intervention majeure sur le moteur, on garde la boîte de vitesse traditionnelle. Il y a deux fonctionnements possibles avec cette boîte de vitesse, soit automatique, c'est la moto qui décide des rapports, c'est celui que j'ai enclenché ici. Vous voyez, c'est écrit AT ici au tableau de bord, c'est donc automatique. Il y a un deuxième mode, NT, pour manuel, transmission, et là, c'est vous qui allez changer les rapports depuis des gâchettes situées ici au guidon. Alors, Yamaha fait le choix de chanter le sélecteur de vitesse traditionnel, contrairement par exemple à BMW et KTM qui ont lancé la même technologie cette année également, mais qui ont gardé un sélecteur ici à gauche. Alors, la grande qualité du dispositif, c'est qu'il est extrêmement rapide. C'est comme un super shifter qui va passer les rapports de façon quasiment instantanée. C'est assez stupéfiant. Grâce au capteur d'angle, le système est capable de savoir si la moto est anglée et donc éviter de rétrograder sur l'angle. Alors je dis éviter parce qu'en pratique, il ne le fait pas tout le temps. Et il y a des phases, notamment si vous arrivez dans un virage et que vous coupez les gaz et que vous freinez, où il va rétrograder quand même.
alors que vous êtes plein angle. Ça, c'est assez déplaisant. Vous voyez, par exemple, démonstration. Voilà, là, il a rétrogradé. Parce que, en fait, j'ai coupé les gaz et j'ai freiné. Donc, une journée comme aujourd'hui, encore une fois, sur un sol sec et ensoleillé, aucun problème. En revanche, sur un sol détrempé, dans des épingles comme on a pu en prendre ce matin, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. Ce passage de rapport, il est assez sonore sur les 3 premiers rapports. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, hein, parce que là, j'ai un micro dans mon casque pour vous parler, et un micro également que j'ai placé dans mon dos, afin que vous entendiez bien le moteur. Je ne sais pas du coup si on entend le claquement de la boîte, mais c'est quand même assez sonore. Ça s'estompe ensuite sur les rapports supérieurs, assez logiquement j'ai envie de dire, mais il y a quand même un claquement assez prononcé. Alors ça, vous allez me dire, oui, mais c'est une boîte Yamaha, ça fait du bruit, patati patata. Bon, il y a peut-être de ça. Malgré tout, c'est un phénomène acoustique qui n'est pas toujours agréable, notamment en ville. Sachant que, grosso modo, sur les 3 premiers rapports, le système fonctionne par tranche de 20 km/h. Lorsque vous êtes lancé en première, il va passer la seconde à 20 km/h, il va passer la troisième à 40 km/h, il va passer la quatrième à 60 km/h. Je précise qu'il y a 2 modes plus ou moins sportifs, D et D+. Le D+, c'est le plus sportif, c'est là où il va davantage tirer les rapports. Alors, outre ce côté sonore de la transmission, on a noté des ruptures de charge, c'est-à-dire qu'au moment où le rapport est enclenché, il y a un petit temps de latence, forcément, hein, comme quand lorsqu'on débraye. Et cette rupture de charge, elle est un tout petit peu trop prononcée pour être vraiment agréable. Alors, c'est pas tout le temps, là, vous voyez, par exemple, il vient de passer en 5e de façon complètement transparente, sans aucun à-coup. Mais dans certaines phases, lorsque, on va dire, votre conduite est peut-être un petit peu plus brouillonne, ou lorsque les circonstances ne sont pas assez précises pour le dispositif, vous arrivez dans une courbe, vous coupez les gaz, vous les remettez. Bon, là, effectivement, il y a ce phénomène de rupture de charge, où on a le sentiment presque d'être tiré en arrière, qui vient s'ajouter justement au caractère un peu sonore de la transmission. Et tout cela va nuire quand même à l'agrément de la boîte de vitesse. L'autre reproche qu'on peut lui faire, c'est que le système, autant il est très rapide à passer les vitesses, vous voyez là, hop, à 80 km/h, je suis en 5e, il n'y a aucun problème. Autant le rétrogradage est un petit peu plus long, c'est-à-dire que parfois on arrive dans un virage, on coupe les gaz, et là vous voyez, il a repassé la 6e alors qu'il aurait dû rétrograder en 4e par rapport à mon régime moteur et ma vitesse. Vous voyez là par exemple, il reste en 5e à 70 km/h, donc à 2500 tours minute, là enfin il rétrograde, mais ça manque un petit peu de pêche hein, finalement, alors qu'on est sur le mode le plus sportif. Alors la solution, c'est de reprendre les joysticks et qui permettent de rétrograder à sa main. Et donc d'une pichenette, hein, avec le pouce ou avec l'index, comme on veut, les deux sont possibles. Hein. On va pouvoir lui dire, tiens, rétrograde un rapport, comme ici, hop, ou rétrograde en 2 même, permet d'ajouter du dynamisme. En revanche, vous voyez là, donc je le force à rétrograder de 2 rapports, et hop, là, vous avez vu, il en a repassé un plein angle. Parce que lui, il estime que c'est pas le bon régime. Moi, je voulais passer le virage en 2e en profitant de l'allonge du 3 cylindres. Eh bien, le système, malgré le fait là qu'on soit sur le mode le plus sportif, a estimé que non, il fallait repasser la 3e, alors que vous avez pu vous en apercevoir là par vous-même en direct. Hein, on n'allait pas spécialement vite. Ça, c'est un petit peu dommage, et ça laisse sur sa fin en conduite dynamique. Le moteur, quant à lui, il n'a pas changé. Hein. On est toujours face à un bloc très vivant, très vigoureux. 119 chevaux, 93 Newton. C'est un moteur plein d'allant dès le premier tiers du compte tour. C'est un moteur aussi qui a de la pêche à mi-régime, de l'allonge. C'est un moteur avec une très belle sonorité également. Mais c'est un moteur qui subit quand même la prise de poids progressive de cette moto qui a pris 9 kg par rapport à l'année dernière. Résultat des courses, sur les rapports supérieurs, eh bien, il faut attendre le cap des 5000 tours pour avoir une réaction très franche, très sportive. Et de fil en aiguille, on en vient à se dire que cette Tracer 9 GT+, devient de plus en plus GT et de moins en moins sport. Elle se dirige de plus en plus vers la caste des routières pur jus. Ce moteur est d'une souplesse exquise, hein, il est possible de rouler quasiment en régime du ralenti avec, même sur les rapports supérieurs, sans un KO. Et c'est un moteur donc qui effectivement a de l'explosivité à revendre dans les tours, même si le poids des normes Euro 5+, évidemment, il impacte, hein, mais pas suffisamment pour dissiper le caractère unanimement apprécié de ce croquant CP3. Ça reste quand même un sacré monument de mécanique, ce 3 cylindres. Le reproche qu'on pourrait lui faire quand même, c'est des vibrations qui apparaissent au cap des 5000 tours.
dans les mains qui vont venir brouiller les rétros à 7000 tours. Dommage parce que ces rétros ils sont efficaces et vous avez vu, ils intègrent désormais un détecteur d'angle-mort, un petit signal lumineux jaune qui s'illumine dans le coin ici, de chaque côté, hein, sur chaque rétro, lorsque vous avez un autre véhicule dans votre anglement. C'est super pratique. Et entre 7000 et 9000 tours, les vibrations deviennent grésillements et viennent interférer dans les repose-pieds malgré les caoutchoucs. Sachant que la moto prend 10 500 tours avant d'entrer en zone rouge. Ça laisse une belle marge de manœuvre, de quoi sortir des courbes avec énormément d'intensité. Allez, là on taquine un petit peu plus, justement. Ces beaux virages, pour parler de la partie cycle. Voilà, je vais être un peu essoufflé, vous m'excuserez parce que ça tourne quand même à l'histoire. Alors la moto est très neutre sur l'angle. Son train avant est précis, stable. On peut bien diriger la machine depuis le guidon, mais également grâce aux cuisses, bien aidé, je vous ai dit, par ce réservoir très bien dessiné, hein, qui permet de bien se placer. On a de la place hein, aussi sur la selle, hein, même si en termes de confort elle est perfectible, bah, en termes de placement, on est très bien. Voilà, là c'est un peu la démonstration, je vous ai dit, de ce caractère rugueux, le changement des rapports. Vous avez vu la moto là bouger, vous avez entendu le clatement. Voilà, c'est le reproche que je fais un petit peu à cette YANT sur cette Tracer 9 GT+. On revient à la partie cycle. Un châssis périmétrique en alu qui est extrêmement stable, qui a été retravaillé en termes de rigidité, c'est-à-dire déjà pour s'adapter aussi à la prise de poids et qui apporte une rigueur supplémentaire. Comme on a une injection très bien réglée, il est possible hein, de négocier ces passages en courbe au millimètre près, bien campé hein, sur son train avant solide. Il y a beaucoup de motricité, le contrôle de traction là, sincèrement aujourd'hui, c'est jamais mis en branle, hein, puisque le grip des Bridgestone T32 d'origine n'a jamais été mis à défaut aujourd'hui. Donc on retrouve toutes les qualités dynamiques appréciées sur la Tracer 9, avec même une touche de rigueur supplémentaire à mon sens, grâce aux modifications du châssis et à cette ergonomie aussi qui a été révisée dans le bon sens. Ça permet voilà, de mieux faire corps avec la machine. Et pour le coup, si je vous disais tout à l'heure que la moto s'est embourgeoisée et est devenue plus GT que sportive, eh bien lorsqu'on la taquine comme ça, lorsqu'on va jouer avec, on retrouve ces racines de cette Tracer 9 canaille, joueuse, qui donne envie d'arsouiller et qui a tous les moyens justement à sa disposition pour le faire. Alors on peut compter aussi sur un excellent système de freinage, des étriers radio 4 pistons couplés à des disques de 298 mm. Ça freine très bien, il y a un très bon toucher au levier droit ici, qui est réglable en écartement. Il y a de la puissance, il y a de la constance, hein, on n'a pas senti de mollesse s'installer même quand on a fait des petites routes de colle. Et surtout, ce freinage qui est désormais intégralement couplé active donc le frein arrière en même temps que l'avant et ça permet des ralentissements très forts et qui limite aussi les transferts d'assiette puisque l'arrière est activé automatiquement. Le frein arrière, lui, eh bien, il a le répondant désiré pour corriger une trajectoire. Moi qui l'utilise beaucoup, je suis ravi. C'était pas le cas hein, sur les précédentes générations, on s'en souvient, et Yamaha a retravaillé sa copie avec un disque notamment plus grand. Et ça permet d'avoir désormais le répondant, la consistance voulue, pour pouvoir, comme ici, vous voyez, hop là, je me sers que du frein arrière. Ah, ça a raccroché, hein, là on arrive aux limites de la garde au sol, mais bon, on est quand même dans du virage très serré, à bonne vitesse, donc on peut lui pardonner. Ici, vous avez le régulateur adaptatif, on en a déjà parlé sur la 2023, c'est exactement le même système. On appuie sur le bouton mode, ici ça se met en route, on active avec le bouton moins, et là vous voyez, il va garder une vitesse de 75 km/h. S'il détecte un obstacle devant moi, il va ralentir via la poignée de gaz, en action physique. Si ça ne suffit pas, parce que la personne devant par exemple freine, il va activer le frein automatiquement jusqu'à ralentir la moto. Et ce, de façon très douce, très progressive, on ne va pas partir en stoppie. Je vous invite là, à regarder en image des démonstrations que j'ai fait derrière des collègues, où vous voyez ici le pictogramme « Attention » se mettre en route pour avertir que justement la personne devant est trop proche. Donc ça fonctionne avec les voitures, sur voie rapide, ça fonctionne aussi avec les motos. Sur petite route, il est possible de suivre un collègue, comme là, hein, je touche plus à rien, il est à 75, si je le collègue devant en moto qui ralentit, la moto va ralentir d'elle-même. C'est super bien fait.
Il y a également sur cette machine une fonctionnalité d'assistant au freinage qui, elle, ne s'active que lorsque le régulateur adaptatif n'est pas activé. Donc, on le désactive par exemple ici, toc. Et là, dans ce cas de figure, si vous avez quelqu'un devant vous qui freine très fort et que vous arrivez derrière en freinant moins fort, avec moins d'intensité, le système va apporter davantage de puissance de freinage pour vous permettre de bien ralentir et de ne pas percuter celui de devant. Ça, c'est la théorie. Puisqu'en pratique, en 2023, je n'étais jamais arrivé à faire fonctionner le dispositif, pas plus que mes collègues présents. Et aujourd'hui, eh bien, il s'est mis en branle de façon, on va dire, un peu aléatoire. Alors vous, de temps en temps, on voit ici, ça clignote au tableau de bord, parce qu'on arrive trop proche. On sait que le système va entrer en action. Mais la plupart du temps, on ne ressent aucune action sur le freinage. Et souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, avec Mathieu, nous avons fait un duel avec la Tracer 9 GT+, contre la Suzuki GSX S1000 GX. Et bien, l'un comme l'autre, on s'est aperçu qu'il y avait ce caractère aléatoire. Et on repart à l'assaut de ce virage très sympathique, afin de vous démontrer la stabilité de la machine, vraiment irréprochable. Et là, j'en rajoute volontairement. J'accélère assez fort, j'en demande beaucoup. Un requin, le bitume est très bon, mais ça ne bouge pas d'un pet. Donc ça, c'est quand même très agréable. Hop, la récré est terminée. Je passe mes rapports avec la gâchette pour le remettre à 90 en 6e. Vous êtes à environ 3500 tours, vous pouvez le voir ici au tableau de bord. Sachez que en 6e à 130 km/h sur voie rapide ou autoroute, vous allez être à 5000 tours. Le régime, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où des vibrations se mettent en place. On termine cet essai avec les nouveaux aspects pratiques installés sur cette moto. Vous l'avez peut-être déjà vu ici. On a une prise USB-C qui a été installée par Yamaha. Hop, là, sous le tableau de bord. Et vous avez également, là, sur le côté, dans le renvoi de carénage droit, un vide-poche qui a été installé avec également une prise USB-C. Bon, ce vide-poche, il n'est pas excessivement grand et il n'est pas super bien placé parce que, vous voyez, il est quand même devant là, le guidon. Et pour l'ouvrir, en fait, c'est un bouton qui est situé, alors, je ne pouvais pas le voir d'ici, mais en fait, il y a une commande qui est située là. Il faut passer sa main sous le guidon. Et évidemment, du coup, l'ouverture et la fermeture de ce vide-poche se faire de toute façon à l'arrêt. Mais l'intention est là. Depuis le temps, je suis sûr que vous m'entendez critiquer les constructeurs qui font des motos volumineuses sans vide-poche. Aujourd'hui, on en a un, donc on ne va pas bouder notre plaisir, on ne va pas critiquer. Et en plus de ça, ce vide-poche, il se verrouille automatiquement à l'arrêt, puisque la moto, elle est dotée d'un keyless. Vous voyez ici, donc un démarrage sans clé. On garde la clé sur soi. Et donc, lorsque vous coupez le contact, eh bien, ce vide-poche va se verrouiller, tout comme se verrouille la trappe à essence. On n'a pas besoin de clé pour l'ouvrir, il suffit juste de couper le contact. C'est clair qu'en termes d'aspect pratique, il n'y a rien qui manque sur cette Tracer 9 GT+, à l'exception tout de même de celles chauffantes, puisque là, les selles ne sont pas chauffantes, il n'y a que les poignées qui le sont. Et puisqu'on parle d'aspect pratique, sachez également que la béquille centrale de série a été revue dans sa cinématique afin de se montrer plus facile. Et cette béquille centrale va faciliter l'entretien de la transmission finale par chaîne. Une chaîne qui, soit dit en passant, sur cette version GT+, est une chaîne renforcée DID qui, sur le papier du moins, offre une meilleure durée de vie et demande moins d'entretien qu'une chaîne traditionnelle. Ça fait partie des petits plus de cette Tracer 9 GT+. La moto est également pourvue de séries de valises qui contiennent chacune 30 litres. Ça, c'est commun à la Tracer 9 GT tout court. Ces valises, elles ont également un verrouillage électronique avec des petits boutons sous la selle à gauche qui permettent justement d'actionner le verrouillage ou le déverrouillage électronique. On peut loger facilement un casque intégral dans chaque valise, à condition de le mettre dans le bon sens. En revanche, un modulable à brosse coque, ça va être un petit peu plus compliqué, va falloir forcer sur les couverts. Une suspension pilotée KABS, donc qui gère l'hydraulique en temps réel. La précharge, elle, reste mécanique. Vous le voyez ici sur le bouchon de fourche. Vous avez une petite vis pour régler la précharge à votre main. Eh bien, ça fonctionne très très bien, comme sur le modèle précédent, et pour cause, c'est exactement le même système, à l'exception de nouveaux paramétrages. À l'arrière, vous avez également une molette de précharge pour adapter le ressort selon que vous êtes tout seul ou à deux, ou selon vos goûts tout simplement.
Et ce système fonctionne diablement bien, puisqu'il est corrélé au mode de conduite. Plus vous allez mettre un mode de conduite sportif, plus les suspensions vont avoir un tarage sportif. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, sur cette route quand même qui secoue les puces, si j'ose dire, la moto elle n'a pas de mouvement. Hein. Donc des suspensions qui gomment aussi énormément les transferts de masse, bien aidé hein, par le freinage UBS, donc couplé, ce qui fait qu'au niveau dynamique, vous avez de l'agilité, parce que c'est une moto très facile à inscrire sur l'angle, hein, malgré ses volumes et son poids. Vous avez de la stabilité, vous l'avez vu tout à l'heure dans des virages très ouverts, et vous avez ici du confort, de l'agrément. Au niveau dynamique, la Tracer 9 et la Tracer 9 GT ont toujours fait référence, clairement, dans le segment. Ce millésime 2025 ne déroge pas à la tradition, si j'ose dire, puisque c'est vrai qu'entre ce moteur et ce très bon châssis, des freins au rendez-vous, des aides électroniques qui ont le bon goût de rester discrets. Dommage que ce tableau soit quand même entaché par le confort de selle, puisque finalement le bon travail de l'amortisseur arrière est quand même un petit peu gâté, on va dire, par cette selle peu confortable. Que peut-on conclure à l'issue de cet essai de la Tracer 9 GT+? Eh bien que c'est un millésime qui n'a jamais été aussi évolué sur le plan de la sophistication. Clairement, elle en propose toujours plus. Et c'est vrai que d'un point de vue justement technologique, techno-embarqué, cette moto fait un pas en avant, clairement identifiable et clairement appréciable. En revanche, on reste sur notre faim justement par rapport à certains aspects pratiques basiques. On a une selle qui n'est pas confortable, c'est un non-sens sur une routière. On a également des valises qui demandent 3 manipulations pour les ouvrir. D'abord, de presser des boutons sous la selle, puis de presser un bouton sur la valise et enfin d'actionner une poignée. On se gratte un petit peu la tête et on se dit que finalement, le plus est un peu l'ennemi du bien, en tout cas sur cette génération 2025. Concernant la boîte YAMT, je vous l'ai dit, il y a un petit peu de mise au point à faire puisqu'il y a des réactions qui ne sont pas conventionnelles, pas naturelles. Le mécanisme est par ailleurs bruyant et ce n'est pas transparent, ce n'est pas assez fluide, surtout pour une moto à vocation routière. En revanche, on conserve un super moteur, une partie cycle au diapason, sans faire de jeu de mots pour Yamaha, et un confort général, un agrément qui est quand même de haute volée. Est-ce que ça vaut 19 000 €? Eh bien pour ça, il faut la mettre en perspective avec ses rivales, c'est ce que je vous propose maintenant. Les rivales de la Yamaha Tracer 9 GT+. On commence avec la BM S1000 XR et son 4 cylindres de 170 chevaux. Donc une moto au fort caractère avec également beaucoup de technologie. Une moto annoncée à 227 kg, donc vous voyez en termes de poids, c'est quasiment l'équivalent, et qui démarre à 20 400 €. On signale au passage que BMW est l'un des derniers à faire confiance à l'architecture 4 cylindres en ligne dans cette catégorie. Vient ensuite la Ducati Multistrada V2S, une nouveauté 2025 avec son V-twin de 115 chevaux, 92 Nm de couple. C'est une moto qui est annoncée à 202 kg à sec, comme souvent chez Ducati, pour 19 200 €. C'est une machine qui présente beaucoup de belles pièces, une finition plus soignée que sur cette Yamaha qui, là encore, sur ce millésime 2025, présente certains aspects un petit peu ingrats, notamment là ces taurons de câbles sous le guidon avec du scotch noir, c'est pas très joli. De même, ici, la casquette au-dessus de l'instrumentation fait un petit peu plastoc. Dommage pour une machine de ce prix-là. On passe ensuite à la Harley-Davidson Pan America 1250 ST. ST qui indique qu'elle est en roue de 17 pouces. Alors effectivement, le trail Harley, il est un petit peu entre deux eaux, mais il a une vocation routière assumée. Il a également un V-twin de 152 chevaux et c'est une machine qui est commercialisée 19 990 €. Avec elle, en plus, vous avez un style à nul autre pareil. La rivale frontale de cette Yamaha, c'est la Honda NT1100 DCT avec les suspensions pilotées qui va être finalement en termes de technologie équivalent avec une boîte à double embrayage, donc un système plus complexe que cette boîte robotisée de chez Yamaha, mais un système qui apporte davantage d'agrément, davantage de fluidité et qui, au fil des années, s'est suffisamment bien peaufiné pour éviter ces phénomènes de rétrogradage en courbe dont on a parlé tout à l'heure lorsqu'on a fait l'essai embarqué. La Honda est un peu plus faiblarde en puissance puisqu'elle développe 102 chevaux avec son twin chippé à l'Africa Twin. Elle pèse 249 kg avec le DCT car c'est l'un de ses désavantages et elle est commercialisée 16 800 €.
On passe à la Kawasaki Ninja 1100 SE, une nouveauté 2025, également avec un 4 cylindres en ligne, comme la BMW dont on a parlé tout à l'heure. Une machine très puissante avec des lignes ciselées, comme sait les faire la marque Dakashi, qui développe 136 chevaux pour un poids annoncé à 224 kg au prix de 17 300 €. On poursuit avec la KTM 1290 Super Duke GT. Un modèle 2024, une machine de tous les superlatifs avec son énorme bicylindre en V de 1,3 litre de cylindrée, une machine de 175 chevaux, 141 Nm de couple, donc quelque chose de très vigoureux, plus performant en termes de puissance pure que cette Yamaha. Une machine qui est également très sophistiquée, qui a des aptitudes dynamiques excellentes, un petit peu plus en retrait sur le plan des aptitudes routières à proprement parler. Et c'est une machine qui démarre à 22 850 €. Donc bon, encore un petit peu plus haut en termes de prix que cette Yamaha. On a également la Suzuki GSX S1000 GX, cette moto que nous avions confrontée à la précédente génération de Tracer 9 GT, avec son 4 cylindres en ligne de 152 chevaux, une moto annoncée à 232 kg, au prix de 19 100 €. Cette machine est également livrée dans sa version Plus avec les valises de série qui manquent à la version standard. Une machine très homogène, très aboutie, extrêmement confortable et très performante, qui conserve par ailleurs beaucoup de hargne moteur grâce à sa mécanique dérivée des GSX-R 2005. Enfin, on peut terminer ce panorama avec la Tiger Sport 800, moto que je viens d'essayer avec une toute nouvelle génération de moteur 3 cylindres de 115 chevaux, une machine super équilibrée de 214 kg, qui démarre à 12 400 €, donc vous voyez considérablement moins cher, mais une machine effectivement beaucoup moins sophistiquée que le package proposé ici par la Tracer. Cependant, avec l'écart de prix qu'il y a avec les deux motos, il est possible d'agrémenter encore la Triumph qui propose un sacré caractère moteur, un très bon châssis. Je vous l'ai dit également, une protection supérieure au niveau du bas du corps par rapport à cette Tracer. Donc c'est une alternative de taille dans son choix pour avoir une vraie sport routière.